Le 12 janvier 2010, Haïti a vécu l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. En seulement 30 secondes, un tremblement de terre a détruit des vies, des maisons, des rêves. Plus de 316 000 morts, 1 500 000 sans-abri. Mais Haïti n'est pas seulement défini par ce désastre. Ce pays, autrefois l'une des terres les plus prospères du monde, a une histoire complexe. Une histoire qui révèle autant de richesses que de tragédies. Comment cette petite île est-elle passée du statut de joyau économique à celui de symbole de la pauvreté extrême? Revenons aux racines de cette histoire fascinante et douloureuse. Au XVIIIe siècle, Haïti, ou plutôt Saint-Domingue comme elle était alors appelée, était l'une des colonies les plus rentables que le monde ait jamais vues. En fait, elle était souvent surnommée la perle des Antilles. Son économie était basée sur les cultures d'exportation comme le sucre, le café, le coton et l'indigo. Mais tout cela était soutenu par une main-d'œuvre d'esclaves africains réduits à une vie de labeur et de souffrance dans des conditions inhumaines. Un propriétaire de plantation aurait un jour écrit à ses associés en France « Ici, les esclaves sont comme des outils. Ils s'usent vite, mais leur remplacement est plus rentable que leur bien-être. » Ce n'était pas une exception, mais bien une norme dans ce système brutal. Entre 800 000 et 1 million d'esclaves africains ont été déportés vers Haïti pour y travailler. À la fin du XVIIIe siècle, ces esclaves représentaient 90% de la population de l'île, et ils vivaient dans des conditions si rudes que la plupart ne survivaient pas plus de quelques années après leur arrivée. Mais cette brutalité eut une conséquence inattendue. En 1791, poussés par le désespoir et inspirés par les idéaux de la Révolution française, les esclaves de Saint-Domingue se soulevèrent. Ce soulèvement allait changer à jamais l'histoire de cette île et du monde. La Révolution haïtienne est un événement sans précédent. C'est la seule révolte d'esclaves dans l'histoire humaine à avoir réussi à non seulement abolir l'esclavage, mais aussi à créer une nation indépendante. En 1804, après 13 ans de lutte sanglante contre les puissances coloniales françaises, britanniques et espagnoles, Haïti devint le premier État noir libre du monde moderne. Un des personnages centraux de cette révolution était Toussaint Louverture. Ancien esclave devenu général, Louverture fut surnommé le Napoléon noir. Sa maîtrise des tactiques militaires et son intelligence stratégique ont permis aux forces haïtiennes de résister aux armées les plus puissantes de l'époque, y compris les troupes de Napoléon Bonaparte, envoyées pour reprendre le contrôle de l'île. Cependant, la lutte ne s'est pas terminée avec la victoire militaire. Jean-Jacques Dessalines, le successeur de Louverture, fut couronné empereur d'Haïti, mais l'économie de la jeune nation était dévastée, les infrastructures en ruine et la population traumatisée. Le défi pour les Haïtiens était désormais de bâtir un État stable, dans un monde qui leur était largement hostile. Malgré son indépendance, Haïti ne put échapper à la pression des anciennes puissances coloniales. En 1825, la France, sous Charles X, exigea qu'Haïti paye 150 millions de francs, une somme astronomique, en compensation pour les anciens propriétaires d'esclaves. Cette indemnité représentait près de 10 fois le budget annuel du jeune État haïtien. Pour mettre cela en perspective, imaginez une nation dévastée par des années de guerre civile, dont la principale source de richesse, les plantations, est détruite, et qui doit soudainement rembourser une dette qui serait l'équivalent aujourd'hui de 30 milliards de dollars. Pour parvenir à payer cette somme, Haïti dut contracter des emprunts à des taux d'intérêt écrasants auprès de banques françaises, plongeant ainsi le pays dans une spirale d'endettement qui dura plus d'un siècle. Ce fardeau économique paralysa toute tentative de développement. En 1915, alors que le pays peinait encore à rembourser cette dette, les États-Unis envahirent Haïti, craignant l'instabilité et cherchant à protéger leurs intérêts économiques dans la région. De 1915 à 1934, Haïti fut sous occupation américaine. Officiellement, les États-Unis étaient là pour rétablir la stabilité et reconstruire l'économie, mais en réalité, cette occupation servait surtout à protéger les intérêts commerciaux américains. Les Marines prirent le contrôle des finances publiques et les Haïtiens furent soumis à un régime autoritaire. Bien que certaines infrastructures, comme des routes et des hôpitaux, furent construites, ces projets servaient principalement à faciliter l'exploitation des ressources locales au profit des États-Unis. Les Haïtiens eux-mêmes
étaient peu ou mal rémunérés pour leur travail, et leur liberté politique était sévèrement restreinte. L'occupation américaine laissa des séquelles profondes dans la société haïtienne. Elle renforça une armée centralisée et autoritaire qui, après le départ des troupes américaines en 1934, prit le pouvoir et gouverna le pays avec une main de fer. Après une brève période de tentatives démocratiques, François Duvalier, connu sous le nom de Papa Doc, s'empara du pouvoir en 1957. Sous son régime, Haïti plongea dans un état de terreur. Papa Doc créa une milice paramilitaire, les tristement célèbres Tonton Macoute, qui réprimait violemment toute opposition. En utilisant un mélange de terreur, de religion, notamment en s'appuyant sur le vaudou, et de culte de la personnalité, Duvalier parvint à se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort en 1971, après quoi son fils Jean-Claude Baby Doc prit la relève. Sous le régime des Duvalier, des milliers de personnes furent emprisonnées, torturées ou tuées, et des millions de dollars d'aide internationale furent détournés pour enrichir la famille au pouvoir. Durant cette période, la classe intellectuelle et les élites économiques fuirent massivement le pays. Haïti perdit ainsi une grande partie de sa main-d'œuvre qualifiée, laissant un vide économique qui perdure encore aujourd'hui. En 1986, la dictature des Duvalier prit fin sous la pression populaire et internationale. Mais la chute de ce régime ne signifiait pas la fin des problèmes d'Haïti. En fait, le départ des Duvalier marqua le début d'une nouvelle ère d'instabilité politique, marquée par des coups d'État, des gouvernements éphémères et une corruption omniprésente. Après la chute de Jean-Claude Duvalier, Haïti tenta de mettre en place une démocratie participative, mais le chemin fut semé d'embûches. Plusieurs présidents furent renversés par des putschs militaires, tandis que d'autres furent contraints de démissionner sous la pression. Le rêve d'une démocratie stable semblait hors de portée. En 1990, Jean-Bertrand Aristide, un ancien prêtre engagé dans la lutte pour les droits des pauvres, devint président lors des premières élections véritablement démocratiques d'Haïti. Cependant, moins d'un an après son élection, il fut renversé par un coup d'État militaire. Aristide fut restauré au pouvoir en 1994 grâce à une intervention américaine, mais son retour ne mit pas fin aux tensions politiques. Son second mandat, de 2001 à 2004, se termina également par un coup d'État, soulignant à quel point la stabilité politique en Haïti restait fragile. Pendant ce temps, le pays continuait de s'effondrer sur le plan économique. Les infrastructures, déjà fragiles, se dégradaient encore plus rapidement. L'agriculture, qui avait autrefois constitué l'épine dorsale de l'économie, s'était effondrée, et des millions de Haïtiens vivaient dans des conditions de pauvreté extrêmes. Le tremblement de terre de 2010 a aggravé une situation déjà catastrophique, mais il ne fut pas la cause première de la crise. Il ne fit qu'exposer la faiblesse des institutions haïtiennes et l'incapacité de l'État à répondre aux besoins de son peuple. Le tremblement de terre de 2010 fut un choc sans précédent. Avec une magnitude de 7.0, il dévasta la capitale, Port-au-Prince, et fit des centaines de milliers de morts. Mais au-delà des pertes humaines, il révéla l'effondrement total des infrastructures et de l'administration publique. Les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, tout était en ruine. Le séisme paralysa complètement le pays et les efforts de reconstruction furent longs et chaotiques. Malgré l'aide internationale qui afflua à Haïti après le séisme, avec des milliards de dollars promis par des pays du monde entier, beaucoup de ces fonds ne parvinrent jamais à leur destination. Les efforts de reconstruction furent marqués par une mauvaise gestion et par la mainmise des ONG, qui travaillèrent souvent en vase clos, sans coordination avec les autorités locales. Cela accentua la fragilisation de l'État haïtien, qui se retrouva marginalisé dans la gestion de la crise. En 2010, il y avait plus de 10 000 ONG opérant en Haïti, ce qui amena certains à surnommer le pays la République des ONG. Pourtant, malgré la présence de tant d'organisations, peu de progrès furent réalisés. L'argent était mal distribué et les projets de reconstruction, souvent inefficaces, laissèrent le pays dans un état de dépendance chronique. Depuis le séisme, la situation politique d'Haïti n'a cessé de se détériorer. En 2021,
L'assassinat du président Jovenel Moïse a encore plongé le pays dans un chaos profond. Haïti se retrouve sans gouvernement stable, sans élections organisées depuis des années, et les gangs armés ont pris le contrôle de vastes portions de la capitale. L'insécurité est devenue la norme, avec des enlèvements, des violences et des extorsions fréquentes. Les gangs, comme celui dirigé par le célèbre Jimmy Barbecue Cherizier, un ancien policier devenu chef de gang, contrôlent désormais la majeure partie de Port-au-Prince. Ils organisent des enlèvements massifs, bloquent les routes et imposent leurs lois sur les quartiers les plus pauvres. Le gouvernement, impuissant, a même parfois dû négocier avec ses chefs de gang pour permettre l'accès à certaines zones humanitaires. Cette montée en puissance des gangs a exacerbé la crise humanitaire. Plus de 40% de la population haïtienne fait face à la faim et l'accès aux services de base comme la santé et l'éducation est devenu un luxe pour la majorité des Haïtiens. Malgré les innombrables défis, Haïti n'est pas un pays sans espoir. L'histoire de ce peuple, forgé dans les flammes de la révolte contre l'oppression, est une histoire de résilience. Les Haïtiens ont survécu à la colonisation, à l'esclavage, à des dictatures brutales, à l'occupation étrangère et à des catastrophes naturelles dévastatrices. Et aujourd'hui, ils continuent de se battre. Des initiatives locales de reconstruction sont en cours. Des projets de développement communautaire, dirigés par des Haïtiens pour les Haïtiens, visent à redonner espoir et dignité à un peuple qui refuse de baisser les bras. Des efforts sont faits pour reconstruire les infrastructures de base, pour relancer l'agriculture et pour donner aux jeunes générations l'éducation et les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. L'histoire d'Haïti est loin d'être terminée. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions en commentaire. Soutenez les efforts pour aider Haïti à se reconstruire en faisant connaître cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui éclairent les défis et les espoirs de notre monde.